que je voudrais vous dire, c'est que, conformément à une tradition bien établie, notre pays a pris part donc à ce 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Comme vous le savez, le sommet donne lieu aussi à d'autres événements, à d'autres réunions en marge de ce sommet. C'est ainsi qu'il y a eu le sommet du mécanisme africain sur l'évaluation des pairs. Il y a eu également le sommet du NEPAD, un nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, que vous connaissez très bien. Et ensuite, bien sûr, des rencontres au niveau bilatéral que le président de la République a eu à Addis Abeba. S'agissant du sommet lui-même, le thème de cette année, comme vous le savez, c'est « Vaincre la corruption, une option durable pour la transformation structurelle de l'Afrique ». Le thème a été lancé par le président Buhari du Nigeria. Cela ne doit pas vous surprendre. Mais les débats, les discussions sur ce thème sont prévus pour la session de juin ou de juillet. Cette année, ce sera au mois de juillet. Donc les débats, les allocutions des chefs d'État sur le thème de l'année ont lieu généralement lors de la réunion de juillet. Je sais que des personnes non informées ont pu s'interroger sur le fait que l'intervention du président ne portait pas sur le thème du sommet. Le thème du sommet est discuté en juillet. Il faut connaître le fonctionnement des institutions. Mais le lancement a été fait donc, par le président du Nigeria, le président Muhammadu Buhari, qui a été désigné par ses pairs, chefs d'État, comme chef de file sur cette question. Maintenant, je voudrais vous donner la quintessence des échanges qui ont eu lieu là-bas. D'abord, les présidents se sont penchés sur la question de la réforme de l'Union africaine. Vous savez que le nouveau président en exercice de l'Union, le président Paul Kagame, avait conduit pendant 2 ans, à la demande de ses pairs, un travail de réforme, un travail d'organisation, de restructuration de la maison. Et les conclusions avaient fait l'objet d'une présentation déjà au mois de juillet 2016. Cela a aussi donné lieu à un rapport d'étape au mois de juillet 2017 et à une adoption définitive maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette réforme? D'abord, c'est l'établissement de mécanismes qui permet de vérifier la mise en œuvre par les États membres des décisions et des engagements juridiquement contraignants de l'Union africaine. Cela ne se faisait pas avant et nous nous faisions critiquer par à la fois nos opinions publiques, mais aussi par des partenaires étrangers sur le fait qu'à l'Union africaine, on va prendre des décisions, mais elles ne sont pas suivies des faits. Aujourd'hui, on a mis en place un mécanisme de vérification de la mise en œuvre des décisions. Et on va même jusqu'aux sanctions. Deuxièmement, et ceci est très important, et je tiens à insister sur cela, puisque ça rentre un peu en phase avec le vent des changements qui ont lieu dans divers pays. C'est la réduction de la taille de l'équipe dirigeante de la Commission de l'Union africaine, dont les travaux devront être mus par la recherche de la performance, une gestion basée sur les résultats, mais avec comme ligne directrice la recherche de la performance. Le troisième élément que vous deviez pouvoir retenir, c'est le caractère irréversible de la décision assemblée par Union africaine DEC 605, qui a décidé que chaque pays apporterait automatiquement une contribution de 0,02% qui sera prélevé sur la valeur des importations éligibles. Quand on parle d'importations éligibles dans le langage de l'Union africaine, ce sont les importations qui ne sont pas originaires d'un pays africain. Et cela permettra de financer le fonctionnement de l'organisation. Ça remplacera, c'est ceci-là, c'est ce prélèvement qui remplace les contributions statutaires. Parce qu'il n'était pas acceptable qu'une union
fonctionne comme cela l'a été jusqu'à très récemment encore, sur des subventions des partenaires extérieurs, Union européenne, tel ou tel autre pays. L'Allemagne, par exemple, a financé à un moment donné, l'Union européenne est rentrée dans un partenariat. Ce n'est pas sérieux qu'une union soit financée par d'autres unions. Donc les pays ont décidé d'apporter ces contributions. Je pense que cette décision fait surtout suite au manquement qui avait été constaté dans le paiement des contributions des États. L'ancienne OUA et l'actuelle Union africaine étaient caractérisées par un retard de contribution de nos États et ceci n'était pas acceptable. Le Bénin, puis c'est ce qui nous intéresse, il est important de dire que notre pays est à jour de ses contributions, payées selon l'ancien modèle, et que nous avons pris les dispositions sur instruction du président de la République et à la manœuvre, mon collègue de l'économie et des finances, notre pays a commencé par appliquer le prélèvement de 0,02%. Et cette disposition est dans la loi des finances 2018. Donc, de ce point de vue-là, notre pays n'aura plus rien à se reprocher s'agissant de sa contribution au fonctionnement de l'Union. Enfin, ensuite, la question de l'émission et la délivrance par les États membres du passeport africain à leurs ressortissants sur la base des réglementations et des politiques internationales, continentales et nationales a fait l'objet aussi d'une décision définitive puisque le principe avait déjà été adopté en juillet 2016 à Kigali. Je me suis fait délivrer tel passeport et bientôt tous nos compatriotes bénéficieront de ce passeport-là. C'est une question d'organiser la logistique. Un autre élément qui est important à retenir, c'est la représentation de tous les États membres de l'Union africaine lors des négociations avec les partenaires stratégiques bilatéraux. Le mécanisme qui a été mis en place désormais, c'est un mécanisme qui prévoit la présence du président en exercice de l'Union, la présence du président de la Commission, mais aussi les présidents en exercice de chacune des commissions économiques régionales, des communautés économiques régionales. Ce qui veut dire que pour les prochaines rencontres style G20 où l'Afrique est invitée, ce ne serait plus seul le président en exercice ou le président de la Commission qui devrait y aller. Il y aura le président en exercice, le président de la Commission, mais le président en exercice de la CEDEAO, le président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, pour que vraiment tout le continent soit présent. Ce sont des rencontres bilatérales entre notre continent et d'autres régions. Un exemple, c'est le dernier sommet Union africaine, Union européenne d'Abidjan, auquel le président de la République a participé, vous vous en souvenez. Une autre décision importante qui a été prise, c'est la définition claire de la division de travail entre l'Union africaine et les commissions régionales comme la CEDEAO, qu'on sache ce que chacun fait. Et là aussi, cette clarification a été apportée, de même que le rôle des autres institutions qui sont sur le continent et qui ont pour vocation de faire fonctionner la coopération entre nos pays. La décision suivante, c'est celle qui concerne le NEPAD, l'agence de coordination du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, est devenue, par la volonté des chefs de l'État, une agence de développement qui aura un rôle d'agence d'exécution des grands programmes, des programmes régionaux ou sous-régionaux que l'Union africaine initiera. Ce qui veut dire que les États membres ont été unanimes pour montrer l'importance de la réforme qui vise à accroître l'efficacité et la performance de notre institution. Et tout ceci pour dire que le sommet a adopté sans réserve le rapport qui a été présenté par le président rwandais, le président Paul Kagame, qui, je vous l'indiquais tout à l'heure, a été le champion à qui le travail de la réforme a été confié depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Le fait qu'il soit désormais le président en exercice va contribuer à accélérer la mise en œuvre de cette réforme. Il y a eu, en marge du sommet, qui est la nervure principale de la réunion, d'autres réunions qui sont tout aussi importantes pour nous. D'abord,
le comité de paix et de sécurité s'est réuni et les chefs d'État et de gouvernement ont examiné la situation politique et sécuritaire sur notre continent et ils ont décidé de mettre en œuvre ce que nous appelons désormais la feuille de route principale sur les étapes pratiques pour faire taire les armes d'ici 2020. On ne peut pas développer un continent si ça et là, on continue par tirer, si ça et là, il y a des foyers de tension. Donc, nos leaders se sont engagés à ce que cette feuille de route soit mise en œuvre de manière pratique, concrète, pour que d'ici 2020, nous n'ayons plus des crépitements d'armes et que nous puissions réussir à faire taire les armes sur notre continent. Ce n'est pas seulement un vœu pieux, c'est un engagement ferme qu'ils ont pris et il est à souhaiter que cela puisse fonctionner normalement. Je n'irai pas dans les détails pour le NEPAD, mais je pense que c'est en raison des phénomènes d'extrémisme, de radicalisation que l'on observe ça et là, qu'ils ont eu à cœur de prendre cette décision. Un autre rapport qui a été présenté et qui a fait l'objet d'un grand intérêt, c'est une question à laquelle vous devez vous habituer, c'est celle de la zone de libre-échange continentale, la ZLEC. Le sommet a donc examiné et adopté le rapport d'étape sur cette zone qui a été présenté par le président du Niger, le président Mahamadou Issoufou, qui est, lui, le champion, le leader désigné pour conduire cette thématique-là. Pourquoi cette zone de libre-échange? Vous savez certainement, ou je pourrais vous apprendre que notre continent compte 80 700 km de frontières avec des barrières tarifaires variées, multiples, qui font que le commerce entre les pays africains n'atteint qu'un montant de 13%, ce qui n'est pas acceptable. Et donc, c'est dans le souci d'inverser cette tendance qu'ils ont convenu, depuis plusieurs années maintenant, et on va vers les phases pratiques, ils ont convenu d'éliminer progressivement ces barrières tarifaires et l'objectif de l'Union est d'arriver à libéraliser 90% du commerce en Afrique. Et donc, pour cela, il faut convenir des modalités pratiques de libéralisation du commerce pour pouvoir donner suffisamment de flexibilité aux États et pour ne pas perturber ce qui fonctionne bien déjà. Donc, il faut bâtir sur ce qui se passe au niveau des communautés régionales, des commissions régionales, et ceci est très, très important. La question était tellement sérieuse que le sommet d'Addis n'a pas voulu adopter le rapport dans une sorte de précipitation et d'unanimisme qui généralement ne présage pas d'un travail pratique. Ils ont convenu de se retrouver pour un sommet extraordinaire au mois de mars à Kigali. Ça va être dans la deuxième quinzaine du mois de mars, si mes souvenirs sont bons. Ils vont se retrouver en mars pour discuter de l'accord qui porte création de cette zone de libre-échange continentale. Mais c'est très, très important parce que cela va influencer, va avoir des répercussions sur la vie de nos États, mais surtout de nos chefs d'entreprise. Il faut peut-être rappeler ici, pour la zone de libre-échange, que nous sommes déjà membres d'une zone de libre-échange au niveau de la CEDEAO. Vous savez que lorsque vous produisez dans un pays de la CEDEAO, vous produisez au Bénin, tout ce qui est produit entre en libre-échange sur les 15 autres territoires de la CEDEAO. Si quelqu'un produit en Gambie, l'accès à notre marché est ouvert aussi. Donc c'est une zone de libre-échange déjà au niveau de la CEDEAO. Et ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est d'ouvrir le continent à cette pratique-là. Je vais rapidement aussi vous signaler maintenant les événements parallèles qui sont quand même importants. D'abord, le forum du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Vous savez que nous avons une commission nationale qui est en pleine réorganisation ici sur l'évaluation par les pairs. C'est un mécanisme qui permet de s'assurer du respect des principes de gouvernance dans les pays. Quand on parle de pairs, PAIRS, bien sûr, c'est entre leaders, ils ont convenu depuis plusieurs années maintenant d'accepter de mettre en place dans leur pays des commissions qui font un suivi
Ils ont accepté que des commissions indépendantes se rendent dans les pays pour s'assurer que les questions de droits de l'homme, les questions de transparence, les questions de bonne gouvernance soient examinées très ouvertement. Je dois vous dire que cette pratique a aidé beaucoup à consolider la démocratie sur le continent, parce que lorsque vous savez que vos pairs vous observent, que vos pairs peuvent venir s'enquérir de la santé du système démocratique chez vous, vous réfléchissez par deux fois. Donc, il y a eu ce forum qui est présidé par le président Uhuru Kenyatta, qui a invité le chef de l'État à participer. Et ça a été la première réunion, d'ailleurs, à laquelle le président Talon a participé à son arrivée à Addis Abeba. Deuxièmement, il y a eu le 36e sommet du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. Ce comité est présidé par le président Macky Sall du Sénégal. Et là aussi, le président a suivi les travaux jusqu'au bout et notre contribution a été fort utile. Un autre élément qui est très important aussi dans le cadre de ce sommet, c'est le lancement du marché unique des transports aériens en Afrique, que vous allez découvrir sous l'acronyme désormais de MUTAA. La création de ce marché unique de transport aérien est un projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et dans un premier temps, 11 États s'étaient engagés en signant une déclaration dite de Yamoussoukro et ont créé ce marché-là à l'occasion du sommet qui avait eu lieu en janvier 2015. Je veux vous rappeler que ces 11 États, c'était l'Afrique du Sud, le Bénin, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria, la République du Congo, le Rwanda et le Zimbabwe. Et par la suite, vous avez 12 États qui se sont joints à nous, au groupe de tête. Le Burkina, le Botswana, le Gabon, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, le Mozambique, le Niger, la Sierra Leone, le Swaziland et le Togo. Alors, quel est l'objectif de ce marché unique de transport aérien en Afrique? Très rapidement, c'est un marché qui vise à supprimer les barrières non physiques à la libre circulation des personnes, des biens et des services dans cet espace-là. Et je dois dire que ce marché, c'est un pas essentiel vers une intégration socio-économique de notre continent et qui permet de réaliser d'autres projets phares de l'agenda 2063. Vous savez que l'agenda 2063, c'est celui qui guide l'Union africaine. Et cela doit favoriser, j'ai mentionné tout à l'heure la zone de libre-échange continentale, c'est important, favoriser et donner un sens à l'utilisation du passeport unique panafricain. Donc je pense qu'il y a un fort potentiel là, dans cette initiative-là, et c'est pour cela que les chefs d'État ont tenu à faire un lancement solennel et très important. Vous savez, lorsque les présidents se retrouvent comme ça, dans une capitale, ils profitent, ils mettent le temps à profit. C'est pour cela que les présidents de la CEDEAO ont tenu une session extraordinaire de leur conférence de chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République a pris part donc à ce sommet et il y avait deux points essentiels à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO. C'est la question de la répartition des postes statutaires au niveau de la commission de la CEDEAO. Et une décision qui est quand même importante, on peut la juger comme on veut, mais c'est qu'ils ont décidé de retourner à une commission qui comporte 15 commissaires, 15 postes au nom de 9 qui avaient été proposés dans la première réforme. C'est une adaptation qui permet de préserver une certaine cohésion et un sentiment d'inclusivité au niveau des 15 États membres de la CEDEAO. Le deuxième point, bien sûr, dont ils ont parlé lors du sommet de la CEDEAO, qui a eu lieu donc en marge de ce sommet de l'Union africaine, c'est la mise en œuvre de l'accord de Conakry. L'accord de Conakry qui est relatif à la crise en Guinée-Bissau. Vous savez que ce pays frère souffre d'une forte instabilité politique et on doit reconnaître qu'il y a encore à faire. Les progrès n'ont pas été significatifs dans ce domaine-là et les chefs d'État se sont concertés pour amener les acteurs politiques de la Guinée-Bissau à trouver un compromis. Le président Bissau-Guinée, comme vous le savez, avait nommé le 30 janvier dernier
un nouveau Premier ministre, comme l'accord de Conakry le prévoit. Et on espère que les recommandations du sommet de la CEDEAO d'Addis Abeba, sommet extraordinaire, vont contribuer à ramener du calme, de la sérénité dans ce pays frère. Les autres activités de notre délégation, c'est que nous avons signé un accord de coopération en matière de sécurité publique avec la République sœur du Rwanda pour permettre à nos services de bien travailler ensemble, puisque les questions de sécurité sont aujourd'hui très importantes dans un monde menacé par toutes sortes de dangers, le terrorisme et les autres formes de radicalisation et d'extrémisme qui peuvent compromettre l'effort vers le développement. Dans cet accord, il y a des éléments liés à la formation policière, l'échange de formations et de bons procédés, la lutte contre la criminalité organisée, l'installation d'infrastructures d'équipement et de soutien de services de sécurité et un certain nombre d'actions comme la lutte contre les calamités, les catastrophes naturelles, la formation aux opérations de maintien de la paix. Dans ces domaines-là, nous allons échanger le savoir-faire des deux pays et pouvoir faire des choses intéressantes. Les sommets donnent aussi lieu à ce qu'on appelle des rencontres bilatérales entre des chefs d'État. Ça veut dire que les présidents ne dorment pas beaucoup. Quand ils rentrent du centre de conférence le soir, les couloirs sont très animés. Il y a des allers-retours. Mon équipe et moi-même avons dû travailler sur ces arrangements convenus par nos présidents. Donc le président s'est entretenu avec plusieurs de ses pairs, plusieurs présidents, principalement ceux de l'Afrique de l'Ouest, mais quelques-uns aussi de l'Afrique centrale. Une autre réunion importante, une autre bilatérale importante que je voudrais mentionner, puisque les médias en ont fait état, c'est notre rencontre avec la ministre déléguée aux Affaires étrangères et à la coopération internationale des Émirats arabes unis. C'était très important d'avoir cette rencontre avec Mme Rim El Hachimi, qui a fait part au chef de l'État du grand intérêt que les Émirats accordent à la nouvelle gouvernance qui a lieu au Bénin et le souhait de leur pays d'investir un peu plus chez nous. Donc j'annonce que dans les mois à venir, il y aura une délégation de haut niveau des Émirats qui se rendra ici, mais il y aura surtout une délégation d'hommes d'affaires et d'investisseurs qui viendront explorer avec leurs partenaires béninois les possibilités de s'engager sur des éléments clés de nos programmes d'action du gouvernement, mais aussi des secteurs où les investissements productifs et rentables sont nécessaires pour que nous puissions avancer. Donc, c'est dire que ce sommet n'a pas été du tout repos pour le président de la République. Il a pu dynamiser nos relations avec plusieurs pays parce que les relations s'entretiennent, se réchauffent, n'est-ce pas? Et il a rencontré des partenaires non africains, je viens d'en mentionner un, et des personnalités de haut rang dont l'interaction sur ce que nous faisons est de tout intérêt pour notre pays, pour notre peuple. Donc c'est important de le dire. Je crois que la participation du président de la République à ce sommet ordinaire a été aussi un très bon signal qui a été perçu par les uns et les autres. Je voudrais quand même pour la presse rappeler, pour restituer les faits de l'histoire, que le président avait déjà participé au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui a été consacré à la sécurité maritime. C'était le 15 octobre 2016 dernier à Lomé. Donc j'entends, je vois lire des choses où les gens ont un peu une mémoire sélective et notre pays est très présent dans ces instances-là. Voilà ce que je voulais vous dire pour Addis Abeba. Je vais signaler très rapidement qu'à Londres, le 31 janvier dernier, il y a eu le lancement du partenariat entre notre gouvernement, African Park, le National Geographic, qui pour la première fois intervient dans un parc en Afrique, et la fondation WIS. Ceci s'est passé devant un grand aéropage à la fois politique et scientifique à Londres et les médias. Et le soir, pour la célébration des 130 ans du National Geographic, notre pays a été mis à l'honneur et ce n'est pas rien du tout. Mais vous comprendrez que sur ce plan-là, je ne veuille pas encore aller dans les détails, obligé que je suis
de réserver la primeur des informations de Londres au président de la République qui m'avait dépêché immédiatement après Addis Abeba à Londres avec le directeur général de l'Agence nationale de promotion du patrimoine et du développement du tourisme, M. José Plia, et avec qui nous avons essayé de porter haut les couleurs de notre pays. Et j'en ai été très ému, j'ai été heureux de voir que nous jouons maintenant en ce qui concerne la question de conservation, de biodiversité, mais aussi de développement socio-économique autour du parc de la Pandjari, que nous tenons le bon bout. Et les mois à venir, les années à venir devront le prouver. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire à titre de compte rendu de la participation du président de la République, le président Patrice Talon, d'une délégation de notre pays à cette 30e session du sommet des chefs d'État d'Afrique, de l'Union africaine. Voilà, je vous remercie.